Nous accueillons maintenant avec Ulysse Gosset. Bonjour Ulysse. Bonjour. Nous accueillons le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexander Makougonov. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour faire un nouveau point sur ce conflit en Ukraine. Les dernières informations depuis quelques jours montrent une contre-offensive de l'armée ukrainienne assez spectaculaire. 6000 km² reconquis selon le président Zelensky. Hier, on parlait de 20 localités, 20 villes reprises en seulement 24 heures. Sommes-nous à un tournant de cette guerre? Bon. Pour répondre à votre question pleinement et objectivement, j'ose pas parce que je ne suis pas militaire, je ne suis pas expert militaire, ni quelqu'un qui est sur place. Bien sûr. Pourtant, d'après ce qu'on voit, bon, il y a très peu de commentaires officiels de la partie russe aussi, donc là non plus ça ne m'aide pas à répondre à votre question, mais d'après les commentaires qu'on a eus du ministère de la Défense, donc les troupes russes, ce qu'ils font maintenant, c'est une sorte de regroupement tactique. C'est pas quelque chose qui est représenté dans les médias occidentaux comme le retrait, comme le recul, comme le tournant de la guerre, etc., etc. Vous savez, n'importe quel stratège militaire vous dira que parfois, c'est comme dans le jeu aux échecs, vaut mieux sacrifier un pion pour prendre les rênes. Donc vous voyez, là maintenant, peut-être on recule, mais après, pour recommencer quelque chose de plus vaste, plus grand. Mais il y a des journalistes occidentaux, des journalistes de BFM TV par exemple, qui ont pu constater la reprise d'une ville très importante, la ville de Izium, ville stratégique, c'est un nœud routier, c'est un endroit qui est capital pour pouvoir en effet faire transiter du matériel, des hommes, etc. Ça c'est une réalité. Un regroupement en laissant tomber Izium, ça paraît difficile à comprendre. Vous savez, mais toute action militaire, tout conflit militaire, que ce soit la guerre plus ample ou un petit conflit, c'est un mélange de victoires, de retrait, vous voyez, là maintenant, la ville d'Izium, bon, mais peut-être ça nous permettra aussi vous savez, de repenser notre tactique et de regrouper, mobiliser nos troupes et aussi, disons, réaliser une offensive, mais je dis encore plus vaste. Donc là, je suis pas un expert militaire, je peux pas vous dire comment ça va se passer sur le terrain. Ulysse Gosset. Est-ce que vous parlez aujourd'hui d'un retrait de cette zone-là? Est-ce qu'on peut qualifier ce que vous appelez un redéploiement de retrait? Pas de retraite de Russie, hein, pour reprendre la formule de Napoléon, mais est-ce que c'est un retrait? Je peux pas vous dire que c'est un retrait dans le sens justement militaire du terme, un retrait global, quand on cède les territoires, etc. C'est un petit recul qui est censé vraiment disons, de remobiliser les forces pour une opération, pour une contre-offensive. Mais je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous prédire. Donc là, vous allez le voir peut-être très prochainement comment ça va se développer sur place. Les mots ont un sens. Le mot que vous utilisez, c'est le mot regroupement, pour que ce soit bien clair pour nous. Oui. Hein. Et recul. Mais recul, parce que là, quand par exemple notre ministère... Recul et regroupement. Vous voyez, quand le ministère de la Défense, par exemple, il y a un porte-parole qui donne des briefings presque chaque jour. Donc là, on voit la carte derrière son dos. Donc là... ça se voit clair et net que le territoire qui était contrôlé par les troupes russes, s'est rétréci un petit peu là, dans la région de Kharkiv. Donc là, c'est une évidence, on ne peut pas le nier, donc là, ça se voit sur la carte. Mais écoutez, moi je vous ai déjà cité cet exemple de jeu aux échecs. Donc là, on sacrifie maintenant ce petit pion pour après gagner l'arène et tout simplement recommencer une contre-offensive, mais qui aura une ampleur peut-être beaucoup plus grande. Donc là, maintenant, il y a des renforts qui arrivent, il y a des regroupements. Mais moi je ne sais pas vraiment ce qui se passe sur le terrain, je le répète. À la télévision russe, on a noté un changement de ton presque radical. Certains commentateurs disent clairement que les militaires n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu. Ils appellent à la mobilisation générale et ils voudraient que Vladimir Poutine engage plus de forces pour vaincre l'Ukraine. Est-ce que vous êtes bien conscient de ce retournement, je dirais, des leaders d'opinion et qui n'hésitent plus maintenant à parler de guerre? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous parlez aussi d'une guerre qui a lieu en Ukraine? Si vous permettez, regardons l'extrait. D'accord. Et ensuite, vous pourrez répondre à la question d'Ulysse. Vous le comprenez, c'est une nuit difficile. Tout comme vous, je suis en train d'attendre les rapports.
On le comprend, tout est difficile, mais comment ça pourrait être facile? C'est une opération spéciale. Des gens meurent, mais on sait comment ça se passe. C'est une situation sérieuse et difficile. Nous sommes arrivés à un point où nous devons comprendre qu'il est absolument impossible de vaincre l'Ukraine en utilisant les méthodes de guerre coloniale avec lesquelles la Russie essaie de se battre. Votre question donc. Oui, changement de ton chez les commentateurs officiels, ceux qui défendaient l'offensive depuis le début, qui pensaient que la Russie allait vaincre, allait conquérir Kiev, le Donbass. Aujourd'hui, il y a un recul ou un redéploiement, selon la formule. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous parlez de la même manière? Est-ce que vous avez conscience de ce changement de ton? Certains appellent même à la mobilisation. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, enfin, de la réalité, c'est-à-dire d'une guerre en Ukraine? Vous savez, commenter les propos qu'on entend à la télévision lors des talk-shows différents, etc., mais on peut le faire sans cesse. Vous savez, c'est un processus continu. C'est comme chez vous, à la télévision, c'est le processus normal, c'est les discussions, les débats, etc., etc. Là, je peux vous commenter que la situation, disons, au niveau officiel. Donc, au niveau officiel, on ne parle pas d'une guerre, on reste toujours dans le cadre de l'opération militaire. Tout ce qui se passe maintenant dans la région de Kharkiv, vous savez, il ne faut pas non plus croire aux médias, aux officiels ukrainiens qui parfois multiplient leurs petits exploits, leurs petites victoires, ou peu importe même les défaites, ils les multiplient par 1000 et représentent tout comme une victoire écrasante contre les Russes, etc., etc. Donc là, hier, Zelensky dit qu'il a gagné 3000 km². Aujourd'hui, ce matin, c'est déjà 6000. Je ne sais pas comment il a réussi en une nuit gagner encore 3000. Vous savez, une vingtaine de localités en 24 heures. Visiblement, les soldats, parce que les soldats russes s'enfuient et laissent tout sur place. C'est ce que constatent non seulement les Ukrainiens, mais aussi beaucoup de médias occidentaux. Le mot débâcle est régulièrement cité parce que ce qui se passe sur le terrain, etc., mais c'est ce que constatent beaucoup de reporters. Mais est-ce que le fait que les troupes russes pourraient reculer un petit peu veut dire débâcle dans le sens militaire de terme? Mais de quoi parle-t-on? Nous utilisons sur tout ce front de 2000 km² à peu près une quinzaine de % de nos effectifs militaires. C'est vraiment rien. Comme a dit le président Poutine, la Russie n'a rien encore commencé de sérieux en Ukraine. C'était vraiment, on est toujours resté dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Est-ce que ça peut changer, justement? Est-ce que Vladimir Poutine peut changer de stratégie et déclarer la guerre et envoyer de grosses troupes, de nombreuses forces, par exemple, pour protéger Donetsk, la ville de Donetsk et l'aéroport de Donetsk? Est-ce qu'il est menacé, cet aéroport, par l'offensive ukrainienne? Donc là, pour le moment, autant que je sache, l'aéroport de Donetsk se trouve sur une bonne protection des troupes des milices populaires de Donbass. Donc là, il n'y a aucune menace, malgré les tentatives de le reprendre, bien sûr, du côté ukrainien. Mais en répondant à votre question, donc là, les renforts sont déjà envoyés. Je ne sais pas combien ils sont, mais en tout cas, pour le reste, vous allez le voir peut-être prochainement. On a vu aussi une initiative politique inattendue, presque inédite. Des élus locaux de Saint-Pétersbourg, mais aussi de Moscou, qui ont appelé à la destitution de Vladimir Poutine. Bon, ça leur a valu d'être arrêté, d'ailleurs, au passage. Comment interprétez-vous ces initiatives, en quelque sorte? Quel est votre regard? Je ne sais pas franchement à quel point ce papier est véridique. Je ne sais pas à quel point cet appel est véridique et qui sont ces personnes qui ont signé cet appel. C'est pour ça que c'est difficile de le commenter. Il y a beaucoup d'émotions maintenant autour de ce qui se passe, mais franchement, il n'y a aucune raison pour la panique. En fait, il n'y a rien de grave qui s'est passé comme ceci est représenté dans les médias partout en Occident et dans le monde entier. Et pourtant, est-ce que vous pensez que l'opinion publique russe, qui réagit, qui regarde la télévision, qui regarde les mêmes images que l'on vient de voir, où il y a des présentateurs quasiment officiels qui parlent de défaite et qui disent les militaires n'en ont pas fait assez, même le leader tchétchène Kadyrov a dit les militaires se sont trompés, il faut que l'on réagisse. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique peut changer d'avis sur la guerre et peut-être exprimer son opposition? Difficile de prédire l'évolution de l'opinion publique en Russie dans le futur proche ou lointain, mais en tout cas pour le moment, le soutien de la population russe au président et l'opération militaire reste très stable à un niveau très très élevé, c'est autour de 75-80%, donc là c'est les chiffres qui parlent eux-mêmes. Vous voyez.
Mais est-ce que cette situation qui est quand même difficile, hein, tout le monde le reconnaît, même le porte-parole du ministère de la Défense russe le reconnaît, est-ce que ça fragilise, je dirais, l'offensive et peut-être, est-ce que ça fragilise même le pouvoir, Vladimir Poutine lui-même? Pas du tout. Ça laisse réfléchir, ça laisse repenser quelque chose, ça laisse remobiliser dans le sens peut-être psychologique, dans le sens militaire, politique, etc. etc. Donc là, c'est une leçon à tirer, peut-être. Est-ce que ça peut amener à une négociation? Tout le monde se demande comment la guerre pourrait un jour s'arrêter. Est-ce que l'évolution militaire peut amener la Russie à négocier? Mais peut-être vous avez déjà entendu les propos du porte-parole du président Poutine, M. Peskov. Il a dit hier que donc, les négociations ne sont pas à l'ordre du jour. On va voir comment ça va évoluer, comment la situation va évoluer sur place. On vous a déjà reçu, Monsieur Makogonov, donc on a l'habitude aussi d'entendre votre discours, qui est le discours et la voix de l'ambassade de Russie en France. Et j'entends aussi la prudence dont vous faites preuve. Est-ce que vous pensiez que ça durerait aussi longtemps, cette guerre? Souvenez-vous, au tout début, on disait ce sera très rapide, après tout... l'Ukraine va tomber en quelques jours. Nous sommes 6 mois et demi, presque 7 mois après. Vous savez, en ce moment, je crois que personne ne pourra vous répondre à cette question. Mais vous pensez quoi? Disons au mois de mars, au mois d'avril, on avait encore cet espoir que ça va terminer assez bientôt parce que les négociations étaient en cours, donc il y avait un bon échange de vues, de positions. Et finalement, mi-avril, tout était bloqué par la partie ukrainienne, donc là, on ne bouge plus depuis. Et là, maintenant, vous voyez combien d'événements se déroulent sur le terrain et beaucoup de choses vont dépendre. Mais comme a dit le ministre Lavrov il y a quelques jours, le plus obstiné sera le régime de Zelensky pour les négociations, c'est-à-dire pour le refus de négociations. Le plus compliqué sera de s'entendre après. Vous voyez, donc là, ça éloigne encore cette obstination, cette résistance absolument irrationnelle et irresponsable. Ça éloigne de plus en plus les perspectives de négociation. Là, on va voir. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous posez la question de savoir finalement où on va? Est-ce que finalement le prix de la guerre n'est pas trop élevé pour la Russie, puisque on sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de soldats russes qui sont morts. On parle de plus de 30 000 morts, peut-être 3 fois plus de blessés, 80 000, 90 000 personnes mortes ou blessées. Est-ce que le prix n'est pas trop lourd à payer? Et face à la résistance ukrainienne, est-ce que finalement ça vous inquiète personnellement? Vous savez, mais... il y a des objectifs. Il y a des objectifs que la Russie s'est fixés au tout début de cette opération militaire. Donc là, on reste toujours fidèle à ces objectifs et quoi qu'il arrive, ces objectifs seront atteints. C'est-à-dire? C'est toujours les mêmes objectifs. Mais c'est-à-dire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quoi? Pareil, démilitarisation de l'Ukraine, dénazification de l'Ukraine, non-adhésion à l'OTAN, le statut non nucléaire, la reconnaissance de nouvelles réalités géopolitiques, c'est-à-dire l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk reconnues par la Russie, la reconnaissance de la Crimée russe, etc., etc. Donc là, mais vous voyez comment la situation évolue. Mais ça paraît impossible de tenir ces objectifs aujourd'hui. C'est presque une guerre perdue. Non, pas du tout, pas du tout. Toutes les guerres se terminent par la paix. Il faut juste attendre. Mais bon, ça dépend beaucoup du régime de Zelensky, combien de temps il va résister encore et jeter ses propres citoyens dans ce bourbier. Une dernière question. Cette résistance ukrainienne et aussi la contre-offensive, c'est aussi grâce aux Occidentaux, grâce à l'apport des Occidentaux. Des armes occidentales. Là, au moins, on est d'accord. Les Américains sont fiers de ça, oui, bien sûr. Il y avait des pas seulement les Américains hier qui ont... Pas seulement les Américains, les Européens aussi. Les Européens aussi, Qu'est-ce que ça change? Vous savez, on sait très bien maintenant avec qui on est sur le terrain. Vous voyez, c'est ça. Quand même, une dernière question. Est-ce que la Russie va livrer du gaz à l'Europe cet hiver? Là, le gazoduc est fermé pour une raison de turbine. Est-ce que le gaz va revenir pour cet hiver? Les Français voudraient savoir qu'est-ce que Poutine et vous allez leur dire. On aimerait bien savoir si l'Europe veut notre gaz. Mais elle le veut, bien sûr. Comme si c'était la Russie qui a sanctionné les gazoducs, comme si c'est la Russie qui bloque toutes les livraisons de gaz. Par exemple, il y a Yamal Europe qui traverse la Biélorussie et la Pologne. Il était mis sous les sanctions par la Pologne. Ils ne veulent plus recevoir le gaz russe. Donc là, c'est vide maintenant. Le Nord Stream 1.
qui n'en fonctionne plus à cause des problèmes techniques liés aux sanctions. Le Nord Stream 2 qui n'était pas mis en service, il était construit au mois de septembre dernier. Donc là, il faut juste appuyer le bouton, ça va commencer à fonctionner, mais personne ne le veut. Mais c'est Poutine qui Et puis peut c'est appuyer. l'Ukraine qui bloque toute une branche du gazoduc qui traverse l'Ukraine. Donc il n'y aura pas de gaz cet hiver en Europe? Mais demandez à vous-même, demandez aux dirigeants européens s'ils le veulent. Bien sûr qu'ils le veulent. Nous sommes prêts à le livrer. Bien, merci beaucoup Alexander Makogonov, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ambassade de Russie en France.